Au pied de la montagne qui plonge dans l'océan, Saint-Jean-de-Luz et Cibourg sont deux petites stations balnéaires pittoresques et chaleureuses. Elles abritent en leur sein un petit port de pêche. Âme de ces cités basques, il les fait vivre tout au long de l'année. Premier port tonnier et sardinier en 1954, il a depuis traversé une grave crise. Aujourd'hui, il se situe au 16e rang national. Il compte encore 350 pêcheurs qui, malgré de nombreuses difficultés, ramènent plus de 4000 tonnes de poissons par an. Parmi les 75 bateaux qui composent la flotte de pêche, on trouve 3 tonniers bolincheurs. Ils se différencient des autres bateaux par la forme de leur coque, issue des traditionnelles baleinières basques. On comptait 120 canots bolincheurs dans les années 60, lors de la grande épopée du thon qui menait les navires jusqu'à Dakar. Le goût de l'aventure et l'appât du gain attiraient de nombreux hommes sur les mers. De tous les bateaux lusiens qui connurent ces glorieuses années, il ne reste plus aujourd'hui qu'Henri, Beignat et Vagabond. L'été, il perpétue la pêche traditionnelle du thon dans le golfe de Gascogne. C'est une pêche artisanale à la canne où l'homme affronte seul le poisson. Ce combat spectaculaire nécessite force, habileté et une grande connaissance de la mer. 3 vertus que l'on retrouve chez le pêcheur basque. Avec cette technique artisanale, ces 3 bateaux ont toutefois capturé en 1992 164 tonnes de thon, soit un tiers du thon rouge pêché à Saint-Jean-de-Luz cette année-là. Si la pêche au thon estivale assure une grande partie des gains de l'année, elle doit néanmoins être complétée par une pêche hivernale et printanière. Avec les saisons, les techniques changent. La pêche se fait désormais au filet ou bolinche. Ce type de filet permet la capture de chinchards, maquereaux, anchois, jusqu'au retour du thon. Mais cette pêche est aujourd'hui menacée par l'activité des chalutiers. Ces navires pratiquent une pêche quasi industrielle, congélant le poisson sur place. À l'aide de filets pélagiques, ils raclent les fonds marins de manière non sélective. Ils constituent un danger non seulement pour l'écologie marine, mais aussi pour la survie de la pêche en général. Les petits moteurs, bateaux de moindre tonnage, tels crabiers, merlutiers, sont particulièrement touchés par cette menace. Pratiquant une pêche de poissons dits nobles, ils assurent cependant 20% de la criée. Avec près de 120 marins, c'est une force sûre du port. Les jeunes y sont attirés par le côté écologique et le fait d'être tous les jours à terre. Sous le commandement de Dominique Lavillard, l'heure de la pêche est venue pour l'équipage du Vagabond. Une fois de plus, ils laissent femme et soleil se coucher derrière eux. Le capitaine à la manœuvre traque le poisson sur ses instruments de bord. Un banc est repéré sur le sonar. L'alerte est transmise à l'équipage. Rapidement, le filet encercle le poisson et se referme sur lui. Les marins commencent alors à tracter la bolinche. Sur leur visage se lit l'anxiété. La manœuvre aura-t-elle réussi?
Le travail est éprouvant. Mais unis dans un même effort, les hommes semblent insensibles au froid de la nuit. Cette fois-ci, leur effort est récompensé. Plusieurs tonnes de chinchards sont prises au piège. Commence alors le chargement du poisson à bord du bateau dans des casiers spécialement aménagés. À chaque coup d'épuisette, 400 kilos viennent enrichir le stock. Depuis l'âge de 15 ans, les marins pratiquent ce travail harassant qui nécessite une constitution et une résistance hors du commun. Véritable force de la nature, ils se donnent sans retenue, été comme hiver. Mais malgré leur apparence rude, en vrais basques, ils savent se montrer généreux dans l'effort, mais aussi dans la fête, l'amitié et la camaraderie. Durant leurs rares instants de repos, ils aiment à se retrouver dans la petite cuisine, lieu de convivialité du bateau. Les conversations sont souvent légères, mais c'est avec pudeur qu'ils parlent de leur pays. Au petit matin, les marins retrouvent le port. Il est temps pour eux de décharger le poisson qui rentre alors dans son circuit commercial. À 8 heures, débute la criée. Le poisson est désormais entre les mains des marailleurs, intermédiaires entre pêcheurs, grossistes et poissonniers. Ces acheteurs fixent les cours journaliers selon la demande du marché. Les pêcheurs sauront alors si leur pêche sera payée à un prix dérisoire ou élevé. Une fois acheté, le poisson est acheminé vers les entrepôts des marailleurs. Il sera ensuite distribué chez les poissonniers. Une grande part sera aussi écoulée à la conserverie Saupiquet de Cibourg, où 7500 tonnes sont mises en conserve chaque année. D'autres activités sont aussi liées au port. Cela va des grandes entreprises de fret, clés de voûte du transport du poisson entre le sud et le nord, aux petits ateliers de réparation des filets, où les 3 dernières filetières de Cibourg travaillent 8 heures par jour et 28 jours par mois. Conscient du rôle économique de la pêche pour la région, l'État lance aujourd'hui une politique de restructuration du port. Elle vise à réajuster l'économie portuaire aux besoins actuels. Équipement de la criée, construction de nouveaux pontons qui facilitent l'accès aux navires. Mais tout cela sera-t-il suffisant pour que le dernier tonnier bolincheur ne termine leur épopée dans un cimetière de bateaux? Il était
le long desquels les bateaux qui pêchent l'anchois à la Bolinge se préparent. Ils sont une quinzaine, à partir tous les jours au même moment. Les bateaux sont pour la plupart de taille moyenne. Il ne reste à Saint-Jean-de-Luz que 4 grands d'une vingtaine de mètres, rescapés de la belle époque des années 50 et 60. Le Vagabond est un de ceux-là. Avec 12 hommes à bord, il fait depuis des années la Bolinge l'hiver et le thon à la canne pendant l'été. Le mois de juin est déjà bien entamé et les thons ne sont pas encore là. Ça fait maintenant 2 semaines qu'ils les attendent. Hier, ils sont encore sortis pour rien. Alors ce matin, ils repartent à la Bolinge. Pour repérer l'anchois, ils font un sondeur, un sonar, une bonne vue et surtout, beaucoup d'expérience. La tente commence, elle sort à longue. Tout collé au fond là, comme hier là. On va faire un tour de plus encore. Il y a le courant encore moins qu'avant. Il a changé le courant. À 9 h, la Bolinge est envoyée. Le principe est simple. Quand un banc est repéré, un long filet de plusieurs centaines de mètres est largué. Le bateau suit ensuite une route circulaire pour entourer le poisson avec ce filet. Une fois les 2 extrémités réunies, il suffit de remonter un des côtés pour réduire le cercle et emprisonner le poisson. Ce n'est qu'au dernier moment que l'on sait ce qu'il y a dans la Bolinge. Les surprises ne sont pas toujours bonnes. Cette fois-ci, un coup pour rien, il n'y a que des petites sardines sans valeur. Dominique décide alors de remonter plus au nord. Ce choix, les autres bolincheurs l'ont fait aussi. Il y a maintenant une bonne dizaine de bateaux qui se croisent, parfois de très près. Les incidents sont rares, ils se connaissent tous depuis longtemps et ils ont le même problème, trouver le poisson. Pour l'instant, cela semble marcher pour les autres. Vagabond, lui, n'a encore rien pris. Dominique cherche et les hommes commentent. Oui, mais vous n'êtes pas prêts de le voir. Hein. Il y en a un bas, mais ils sont sans tête depuis hier. Ils en attrapent, ouais. Chaque fois qu'on sort le poisson, il y a 20 filets qui vont à l'eau, là. Alors le poisson, il a peur et tous les jours, il est traqué, ce poisson. Il court quelquefois plus vite que le bateau. Alors dès qu'il voit qu'on commence à l'encercler, il fait demi-tour de l'autre côté. Rigole, Michel, rigole! Joe! Michel, rigole! Attention, vous allez chaviner! Non! Il a 1000 kilos derrière lui. Le temps qu'on l'encercle et puis qu'on ferme le filet, il faut qu'il reste dedans, il ne faut pas qu'il s'échappe. Il ne faut pas qu'il fasse demi-tour, c'est le cas. En début de saison, on l'attrape plus facilement, il est moins traqué. Mais là, ça fait bientôt 2 mois qu'on est sur ce poisson. Alors, ils sont tous les jours traqués. À la passerelle, Dominique n'arrête pas de fouiller la mer en scrutant la surface de l'eau et en écoutant la litanie continuelle des claquements du sonar. La Bolinge est de nouveau envoyée. Mais pendant qu'on l'encerclait, le banc s'est enfui du mauvais côté et il est passé sous le bateau. Le filet est vide. Il y a maintenant 8 heures que les hommes travaillent pour rien. Cela n'est pas exceptionnel, mais reste toujours énervant. Surtout que les jours derniers n'ont pas été bons. Et la tentative d'hier pour trouver le thon n'arrange rien. Mais bon, cela n'empêchera personne de manger.
Et moi, à ma place derrière. Là, ils m'ont fait dégager. À bord, les hommes font remarquer souvent en riant que c'est quand ils mangent que Dominique trouve enfin le poisson. Ah, ici le mien, ici. Ici le mien, ici. Ernest là où le bois, ici. Si jamais... Bon, on lui faut trompette là-bas. On lui faut trompette. Ben, allez, dis-toi. Ouais, dis-toi. C'est bon, il y a un moment qui... On voit, c'est mal restant. Cette fois-ci, c'est la bonne. Le banc est pris, les anchois sont là, et il y en a beaucoup. Les agacements de la matinée sont oubliés. Chacun sait déjà que la journée est sauvée. Avec la salabarde, une sorte de grosse épuisette, on vide petit à petit la poche du filet maintenue le long du bateau. La bolinche permet d'embarquer le poisson vivant sans l'abîmer, ce qui est rarement le cas du chalut pélagique apparu il y a une quinzaine d'années. Dominique et quelques autres patrons ont préféré garder leur méthode. Ils n'ont pas investi dans de nouveaux bateaux qu'ils jugent trop chers, trop contraignants, et puis en fait le chalut, ils n'aiment pas. Mais ici à Saint-Jean, dans l'ensemble, les gens préfèrent ce métier. Ils sont nés là-dedans, quoi, depuis tout gosse. Le métier du chalut, ils ne le connaissaient pas, ils se sont mis à faire le chalut et le pélagique il y a une quinzaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, si, dans le temps, il y avait 3 bateaux qui faisaient ça, le chalut. Mais les gens n'aimaient pas ça, quoi. Ils se sont mis par la force des choses. Dans le temps, il y avait 80 bateaux comme ça à Saint-Jean, comme celui-ci. Des plus petits, des plus gros. Et il y en avait de beaux. Au retour, le Sainte-Thérèse signale qu'il a pris du petit chinchard. Ce poisson n'est pas vendable, mais il intéresse l'équipage du vagabond qui vient le récupérer. C'est avec ce poisson que l'on n'a pas de lignatons. Et comme ils y retourneront demain, cet appât est essentiel et l'occasion est bonne de remplir les viviers. Une fois les chinchards récupérés, on charge les caisses d'anchois du Sainte-Thérèse qui, lui, continuera de pêcher et ses vagabonds qui rentrera à l'heure pour la vente. Traditionnellement, les tonniers bolincheurs sont rapides pour ne pas rater la vente. Ils ont une silhouette caractéristique avec un pont bas et le pavois à hauteur des genoux pour le travail des hommes. Sûrs, bons marcheurs, ils ont aussi la réputation d'être un peu rouleurs. Ça dépend de la forme du bateau, ça. Il y a des bateaux qui sont faits comme des voiliers, d'autres qui sont plus ronds. Alors, ceux qui sont ronds comme ceci, comme au milieu, ils roulent beaucoup. Mais ils ne chavissent pas pour autant. C'est-à-dire qu'ils roulent beaucoup quand il y a un peu de houle, un peu de capot comme ça. Mais quand il y a du mauvais temps, pour ainsi dire, ils ne bronchent plus. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Ça dépend du temps. Hein. On a remarqué ça avec un peu de vent, on ne bouge plus beaucoup. Le plus mauvais, vous savez, c'est ces petits clapots là-haut de tous les côtés. Là, ils bougent le bateau. Les bolincheurs pêchent jusqu'au dernier moment et ils n'arrivent que quelques minutes avant la vente. Dominique a prévenu par radio la coopérative de son arrivée. Les palettes sont prêtes. Tout va maintenant très vite. Sur lesquels les acheteurs sont là. Ils surveillent les arrivées, la qualité du poisson et ils informent en permanence les marailleurs, pour la plupart des Espagnols.
¿Cuánto de peso un poquito justo? Te informaré durante la venta cuáles, ¿eh? Vale, conforme. Et on vend le bateau vagabond, 69 caisses. Ah, tu vends les deux? Oui. Combien 4 francs, 3 francs une fois pour la maison Floride, une fois 3 francs. 50 une fois pour Mujica, une fois 3,50. En 10 minutes, la vente est faite. Les anchois du Vagabond partiront à 10 francs 40, un prix correct pour la saison. Les caisses prennent la route, elles seront demain en Espagne. Mais ce qui agite les quais en ce moment, c'est le thon qui ne mord toujours pas. Plusieurs bateaux ont déjà fait des tentatives, sans succès. Il y a 3 ou 4 bateaux, mais il y en a 1 ou 2 qui ont découvert, et puis bon, ils ne voulaient pas manger. Peut-être demain il mangera. Parce que les eaux changent du jour au lendemain. Quand on est sorti tout à l'heure, les eaux elles étaient vertes là. Et maintenant elles étaient noires au retour. C'est avec le courant, ça change. C'est la noire qu'il faut, celle qui est bleu pétrole, bleu foncé. Et c'est là qu'il mange quand il a envie, bien entendu. Les thons, cela fait des semaines que les grands bateaux les espèrent. Cette année, ils ont du retard, beaucoup de retard. Alors la bolinche, ils la font maintenant sans conviction pour ne pas perdre la journée en attendant mieux, comme les petits bateaux qui, eux, de toute façon, n'iront pas au thon. Ce que Dominique et les hommes attendent, c'est le rendez-vous qu'ils ont chaque année quand ils les voient pour la première fois dans les eaux du golfe de Gascogne. On le voit sur l'eau, en Balbaye ou en Léuna, quand ils montent. Eh ben, c'est très difficile à reconnaître. Il faut être du métier vraiment pour les reconnaître. Ça fait comme un bout de courant et puis ça brille dessus, quoi. Ah oui, oui, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est parce qu'on a navigué, on a fait ça toute notre vie. Même au début, quand nous on a commencé, tous autant qu'on était, on ne connaissait pas. Hein. Les vieux nous disaient comment il fallait faire pour voir tout ça, les balbailles, tout ça. Ils nous montraient, voilà. Comme ça et comme ça et comme ça, ils nous apprenaient. C'est eux qui nous ont appris. Vagabond est reparti ce matin vers 3 heures. Et ils sont prêts aujourd'hui à rester plusieurs jours en mer pour le trouver. Avec les premières lueurs du jour, il faut compléter les viviers. La bolinche sert cette fois-ci à faire l'appât, ce petit chinchard qu'on appelle ici le chirlot. Les Basques pêchent le thon depuis des générations à la ligne de traîne, mais la technique de la canne est assez récente. C'est un pêcheur de Saint-Jean-de-Luz qui, après l'avoir vu pratiquer en Amérique, l'a introduite ici en Espagne à la fin des années 40. Les débuts ont été difficiles. Il a fallu tâtonner, améliorer la technique, surtout pour maintenir vivant pendant plusieurs jours les petits chinchards dans les viviers. C'est avec eux que la pêche au thon commence. Cette pêche, Dominique et les marins du Vagabond la pratiquent depuis qu'ils ont 12 ou 13 ans. Mousse, ils partaient déjà à la poursuite des thons. C'est leur métier et ils le traquent là où il va. Tous, ils sont partis jusqu'à Dakar faire au moins une campagne d'Afrique. Vagabond y est allé 5 fois. Ils ont appris le métier avec leur père ou leur oncle sur des bateaux qui n'ont guère changé. Une longue coque avec beaucoup de monde à bord, un pont dégagé, une passerelle surélevée et les couchettes entassées dans le poste avant.
Ils ont appris à attendre et à vivre ensemble pendant des semaines, sans dimanche et sans vacances. Le poisson, on peut le chercher pendant des heures, pendant des jours. La cohabitation est un exercice difficile. Il ne faut pas s'agacer les uns les autres. Mais entre eux, ils s'étudient. Bon, toi, tu vas te mettre là, c'est là que tu es le mieux. Et l'autre, il te dit, bon, toi, tu serais mieux là, entre eux. Voilà, par exemple, celui qui est meilleur que l'autre à la canne, ben, il pense, bon, ils sont tous bons, hein. Ben, toi, tu vas te mettre là, moi, je vais me mettre là. Ça, et quelquefois, ils se relayent quand ils sont fatigués à la canne. Quand on pêche bien, qu'ils ont mal au rein, bon, je vais te remplacer, moi, je vais me mettre derrière. Ils se relayent. Mais ils connaissent tous leur boulot par cœur, hein. Dominique s'est éloigné d'une 50aine de milles au large dans les eaux du golfe de Gascogne. Il a son idée et on espère qu'elle sera bonne. Mais pour l'instant, ils n'ont pas vu grand-chose. Les yeux exercés savent repérer de loin les bancs de thon. Si la mer frémit légèrement, à peine rayée par les thons qui affleurent, c'est une balbaille. Si le banc est dense, compact, il semble faire comme une tache d'huile qui calme la mer, c'est la léouna. Il y a aussi la sardane, les saltos. Le néophyte, lui, ne voit strictement rien. Première alerte. On lance sur l'avant un peu d'appât pour maintenir les thons près du bateau et on met en route les lances. Les jets d'eau brouillent la surface pour masquer au thon la masse du bateau et les mouvements des hommes qui pourraient les effrayer. Mais ce ne sont que quelques poissons qui, de toute façon, ne veulent pas mordre. Il faut continuer, attendre encore. Allez, 40. On ne peut pas dire à l'avance si la saison sera bonne ou mauvaise. Pas. Quelquefois on est découragé et puis bon, du jour au lendemain ça vient. C'est comme la chasse. Le golfe de Gascogne est grand, mais tout se sait sur l'eau. Vagabond est connu et Dominique a de l'expérience. Alors quelques bateaux qui cherchent eux aussi se rapprochent au cas où. Par la radio, les bateaux se repèrent et se signalent les uns les autres. On se prévient entre amis, à charge de revanche. Mais devant, ça y est, un banc est repéré. Dominique serre de près les poissons au sonar. Les hommes retrouvent les gestes de l'année dernière. La pêche peut commencer. Racha, il marque bien, hein. Marque bien, oui, ça fait bien. Il marque bien, hein. Vous tenez un peu d'entrée, un peu. Le choix de l'appât est primordial. Il faut un chinchard vigoureux qui plonge vers le fond du vivier. C'est le signe qu'il travaillera bien. Il est sur l'eau, il suit bien, hein. Il est fixé par le ventre, on le lance à l'eau, et en quelques secondes, le thon doit mordre. Ensuite, il est allé à bord avec un croc. C'est simple et efficace, mais il faut des années pour y arriver correctement.
La pêche se poursuit tant que les thons mordent et cela peut durer des heures. Aujourd'hui, ils ont sorti de l'eau 4 tonnes. C'est une belle pêche, surtout en début de saison. Les thoniers de Saint-Jean-de-Luz ne pêchent que les thons rouges qui arrivent de Méditerranée au mois de juin après avoir contourné l'Espagne. Ce sont des poissons plutôt haut de gamme qui se vendent bien. Sur le pont, vidés de leur sang, les thons sont rincés et rangés dans les frigos à l'arrière. Maintenant, il n'y a plus rien à faire, rien qu'à regarder tranquillement les autres qui, eux, cherchent toujours. Depuis des années, les marins du Vagabond pêchent comme ils l'ont toujours fait. Les salaires ne sont pas mirobolants, mais ils restent réguliers. Ils sont toujours doux à bord et ils ont un métier qu'ils aiment. Pourtant, ils sont inquiets. Ils redoutent la concurrence de plus en plus pressante que leur font les pélagiques et les filayeurs, majoritaires en France. À notre avis, c'est un métier qui détruit. Pas vous. Pas nous, non. On a toujours fait ça, on n'a jamais détruit. C'est-à-dire que nous, par exemple, quand on pêche le thon, eh bien, on le pêche quand le poisson il a envie de manger. Et s'il n'a pas envie de manger, on ne le pêche pas. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas faire autrement. Il y a eu des années où on n'a pas pêché beaucoup parce qu'ils ne voulaient pas mordre. Tandis qu'au filet pélagique, qui veuille ou pas, eh bien, il attrape quand même, quoi. Si tout le monde se met à faire le pélagique, eh bien, il n'y a pas pour longtemps. Hein. Si les Espagnols se mettent, il n'y en a pas pour longtemps. Hein. Enfin, à mon avis. Hein. Ce soir, tout le monde est content. Les thons sont revenus et comme ce sont les premiers, ils devraient bien se vendre entre 30 et 40 francs le kilo. Il y a une vente demain matin à la criée et sans attendre, Dominique fait demi-tour. La mer est belle, il fait bon. Après manger, les hommes iront dormir 3 ou 4 heures pendant la route pour se reposer un peu avant d'arriver à Saint-Jean. Dès que les amarres sont fixées, il faut se dépêcher de décharger le thon. Ils seront vendus dans moins de 2 heures à la criée du matin. Nicole, la femme de Dominique, est venue les attendre. Vagabond ne restera que le temps de débarquer sa pêche et de prendre du pain frais. Il repartira immédiatement pour 3 jours. Quand les thons sont là, il faut être avec eux. Ce premier succès sera de courte durée. Les mois qui vont suivre ne seront pas bons. On dit que les eaux sont restées trop chaudes pendant l'été. En fait, ce sont les surpêches pratiquées en Méditerranée pendant l'hiver et les dizaines de kilomètres de filets maillants au large du Golfe qui commencent à se faire sentir. Mais quand ils repartent ce jour-là, les hommes du Vagabond ne le savent pas encore.
Sokoa, petit port situé à l'extrémité de la baie de Saint-Jean-de-Luz dans le golfe de Gascogne, l'estivant assiste parfois au passage de bien curieux attelages. Ici, on ne remorque pas que des bateaux. Un vieux camion d'artillerie, dont les pièces de rechange sont usinées sur place, pousse, tire, souffre un peu parfois, mais remplit sa mission sans rechigner. Les pontons en bois, plus que centenaires, sont ressortis tous les étés et viennent prendre le relais des rails qui parcourent Sokoa. Attends un petit peu qu'il vienne là. Là, quand vous voulez. Michel Akala, un jeune artiste du coin, fils de pêcheur, s'est lancé dans un travail qui va lui prendre tout l'été. Juste le temps qu'il faut à l'équipe des ponts et chaussées de Sokoa pour convoyer de gros blocs de béton du chantier où ils sont fabriqués jusqu'à l'endroit précis où ils seront utiles pendant des dizaines d'années. Eh bien, les blocs que l'on immerge tous les ans derrière les digues servent à protéger les digues, lesquelles protègent Saint-Jean-de-Luz et Cibourg. Et actuellement, je pense qu'il doit y avoir entre 15 et 18 000 blocs derrière les digues. Je n'irai pas les compter. Parce qu'avec une mer comme aujourd'hui, on n'aurait certainement pas pu mouiller les blocs. Les trois digues de l'Arta, de Sokoa et de Sainte-Barbe repoussent les assauts de l'Atlantique. Mais la bataille contre la mer a commencé il y a longtemps. Les maisons qui bordent la plage se souviennent du temps où ces digues n'existaient pas. Le mur de garantie de la ville était alors le seul rempart contre les flots. « 1749, la mer franchit le mur, renverse 7 maisons et mine 180 habitations qui doivent être abandonnées. Mars 1782, une violente tempête détruit la partie centrale du mur et une bonne partie de la ville. 2 rues et 40 maisons disparaissent. Le couvent des Ursulines, situé en bordure de plage, est dévasté. Mars 1822, un coup de mer ouvre une brèche de 107 mètres dans le nouveau mur de protection. Les flots pénètrent encore une fois dans la ville. On répare l'avarie, mais en décembre, le mur est emporté sur 300 mètres. 1840,
la mer a fini d'arracher à la ville les 150 maisons du quartier de la Barre. Les digues sont vitales aujourd'hui pour la baie. Elles ont été achevées en 1860. À la même époque, un vaste chantier est lancé. Des blocs de béton que l'on donne à manger à la mer avant qu'elle ne dévore les pierres des maisons sont mouillés au pied des digues. Ces blocs pèsent 50 tonnes et brisent les vagues. Mais en 1951, une quinzaine de blocs ont été soulevés comme de vulgaires galets et sont passés par-dessus les digues. Tous les étés, depuis des générations, les hommes continuent de fabriquer et de mouiller leurs quotas de blocs. Le matériel n'a pas changé et les gestes traversent les années. C'est bon. Comment était-il ? Pour mouiller les blocs et les déposer à leur place précise, il faut de grandes marées, des conditions météo clémentes, pas de vent, pas de grosses mers qui gêneraient les opérations. Alors, la manœuvre ancestrale se répète inlassablement, car l'océan est toujours menaçant. Le dernier mur de protection de la ville, construit en 1938, était situé à 100 mètres des plus hautes eaux. Aujourd'hui, la mer n'est plus qu'à 30 mètres de ce mur. Allez, dans 1 minute. Allez, en envoyez. Envoyez. Les digues ont ralenti la progression de l'océan. Nul ne sait si l'homme parviendra à l'arrêter. Tout d'un coup, tout est venu, avec bien sûr la forme, le volume, le poids, et puis en plus un rapport à l'homme qui m'a paru évident, c'est-à-dire en même temps, j'ai profité de faire un hommage à tous les hommes de Sokoa, tous les habitants, toutes les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde, les grands-pères, qui constituent la vie de Sokoa. Et bien sûr, les hommes qui protègent les digues, qui protègent la baie de Saint-Jean-de-Luz. Ah ben, je trouve que c'est quelque chose de nouveau. Il faudrait peut-être pas tous les faire comme ça, mais si enfin il y avait quelques artistes qui voulaient continuer l'initiative de Michel, eh ben, on n'aurait pas besoin d'aller à Paris voir un musée d'art moderne. On pourrait rester ici à Sokoa.